Voilà, Pascal. Merci. Bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour, les sapiens et les sapiens. Alors, évidemment, d'avoir un paléanthropologue, tout de suite, il va falloir balayer quelques clichés. Parce que pour la plupart des personnes, donc, on s'occupe du grand passé, ça c'est vrai. Mais c'est qu'en partie, et surtout, notre métier. Vous le chronométrez, puis il repasse. Et donc, c'est surtout comment se fait le changement. Car en définitive, lorsqu'on parle de nos professions, on pense évidemment au grand passé, donc Lucie, Néandertal, les Australopithèques, Denisova, tout ça est rapide. Hein. Mais vous avez vu, il a fait l'évolution de l'homme dans l'autre sens, il s'est penché. Et donc, plus sérieusement, donc, il y a des mécanismes qui sont universels liés au changement. Alors, le forum Changer d'air existe depuis 2013 et en définitive, c'était très bien pensé puisque, en fait, c'est l'année suivante seulement qu'on va parler d'ubérisation de la société. Et il y a quelque chose qui est souvent négligé dans le cadre de l'évolution de la lignée humaine ou qui est mal compris, c'est justement comment les technologies, ce qu'on appelle dans le langage anglo-saxon, mais je dirais en français, les technologies généralisées, modifient complètement les sociétés humaines et qui basculent très vite dans un nouvel état qu'on peut appeler aussi de civilisation. Et à partir de là, il y a un problème. On a beaucoup parlé ce matin de sérendipité. Et là, évidemment, ça va complètement à l'encontre de tout ce qu'on nous a appris à l'école, surtout pour ma génération, où on disait que les inventions sont les filles des nécessités. Le mot était dit tout à l'heure, ça s'appelle le solutionnisme. Le solutionnisme, aujourd'hui, trouve son expression la plus avancée dans les différents courants transhumanistes, qui prétendent que l'humanité est arrivée au terme de ses potentialités biologiques, cognitives, en termes d'espérance de vie, et donc que la seule solution, ou les seules solutions viendront des artefacts et des remplacements par les technologies ou par l'augmentation de nos capacités par les technologies. Les transhumanismes actuels sont vraiment l'expression la plus aboutie de cette idée que les hommes ne pourront, l'humanité, ou en tout cas qu'une partie d'elle-même, c'est ça le problème d'ailleurs, pourra donc s'en sortir dans le futur qu'avec ces technologies. Mais pendant ce temps, ces discussions qui sont un peu calmées d'ailleurs sur le transhumanisme, ont fait oublier ce qui se passait maintenant, notamment autour des intelligences artificielles. Alors là, je vais être très clair. C'est pas l'intelligence artificielle, c'est les intelligences artificielles. C'est pas l'intelligence animale, c'est les intelligences animales. Il va falloir d'abord commencer à parler correctement de ce monde qui vient, parce que je vous assure qu'on va pas s'en sortir. Il n'y a pas une intelligence artificielle. Il y en a plusieurs. Donc sachons de quoi on parle avant d'en avoir peur ou d'avoir de faux espoirs. Donc ça, c'est déjà la première chose. Et c'est un des enjeux, évidemment, de ce forum et des grandes missions de la Cité des Sciences, où, évidemment, sous la houlette de mon ami Joël de René, j'ai eu le bonheur d'être quelques années un des conseillers scientifiques. Alors d'abord, première question posée, la conquête du passé. Alors rassurez-vous, je ne vais pas vous faire l'exercice complètement idiot, qui consiste à dire le passé, ça s'est passé comme ça, et l'avenir va être une extrapolation. Surtout pas, vous allez voir pourquoi. La conquête du passé, c'est une sacrée aventure, puisqu'il a fallu quand même aller contre les dogmes. Parce que une caractéristique des sociétés humaines, c'est que toutes se situent par rapport au cosmos dans un ancrage, qui sont les récits des commencements, qu'on appelle les cosmogonies. Il n'y a pas une société humaine, depuis plus d'1 million d'années, qui n'a pas inventé des récits sur les commencements, de façon à se positionner par rapport à l'actuel et aussi les notions d'avenir, mais ces notions d'avenir ne sont pas les mêmes selon les cultures, mais je n'irai pas plus loin de ce côté-là. Mais néanmoins, c'est absolument nécessaire, c'est une nécessité ontologique. Les scientifiques arrivent au moment de l'idée de progrès. L'idée de progrès, c'est quand même, après la querelle des anciens et des modernes, c'est de ne plus se dire qu'on se justifie dans l'état de la société actuelle, de sa gouvernance, de ses différentes relations et fonctions, sur un passé qui aurait la capacité, et c'est fait pour ça, de le justifier. Là, il y a un retournement autour de l'âge classique qui va donner au moment des Lumières, au XIXe siècle, ce qui sera le progrès, c'est-à-dire on se tourne vers l'avenir. Et avec une conception du monde qui est quand même assez occidentale, avec un début et une fin. La plupart des cultures ont des pensées cyclistes ou fixistes. Si vous voulez avoir une conséquence de ce qu'est l'idée d'avoir plusieurs vies, notamment cette vie, vous allez conduire une voiture en Inde. Vous allez comprendre pourquoi ces gens-là conduisent comme ça, parce qu'ils ont 7 vies, eux. Et vous n'en avez qu'une, vous ne prenez pas de voiture. D'accord ?
Donc tout ça, évidemment, ça nous installe par rapport au monde. Mais cette vision linéaire est justement celle qui va, au moment du XIXe siècle, avec l'invention des théories de l'évolution, avec la géologie, les sciences de la Terre et la biologie, va nous ancrer donc dans cette conception-là. Mais l'idéologie de progrès va complètement biaiser cette conception du passé. Car en définitive, on est parti des causes finales pour justifier les causes premières. C'est toujours comme ça qu'on a fait, en définitive. Donc on a Homo sapiens, notre espèce, et puis on a été chercher, donc, dans le passé, les éléments qui confirmaient un récit déjà écrit. Donc ce n'était pas un récit scientifique, c'était un récit de métaphysique. Il n'y avait pas de réfutation. On allait chercher simplement les éléments qui confortaient la conception de ce grand singe qui se redresse, ça ne s'est jamais passé comme ça, hein, je vous le dis tout de suite, hein, et qui arrive vers Homo sapiens. Ce n'est que dans les années 1980 qu'on commence à changer de paradigme, notamment en termes de science. Et là, effectivement, mon cher Joël, je crois que tu le sais, aujourd'hui on parle beaucoup de data science, ça fait très bien, hein, data science. Hein. Nous, ça fait 3 siècles qu'on en fait, ça s'appelle la systématique. Les champions de l'analyse des datas, c'est nous les biologistes. Les systématiciens, la science des datas, ça s'appelle la systématique. Et là, je vais venir parce que justement, c'est ça. Tout à l'heure, Joël l'a dit, cette découverte des mondes intérieurs, c'est ce qui va éclater avec ce qu'on appelle les nouvelles intelligences artificielles, ce qu'on appelle l'induction. C'est-à-dire comment, à partir d'un ensemble de données, on est capable d'extraire des schémas qui, jusque-là, étaient inconnus. Donc j'y reviendrai tout à l'heure parce que c'est ça qui va vraiment éclater dans le domaine des connaissances. En attendant, revenons sur le passé. Ça a été très compliqué d'aller bousculer, effectivement, et ça continue, avec le retour des créationnistes au milieu de la première décennie du XXe siècle, de contester ce récit des origines. Mais admettons qu'on ait le récit des origines. Il y a aussi la manière de concevoir comment s'est fait le changement. Et là, je vous assure, c'est très compliqué, parce que le terme d'hominisation a été complètement galvaudé. J'ai mis 15 ans à le sortir des programmes scolaires. C'est l'idée quand même qu'il y avait une espèce d'immanence qui menait évidemment au triomphe d'Homo sapiens, pour évoquer certaines émissions de télévision là-dessus, ou les derniers livres de M. Harari, dont je suis très jaloux en ce qui concerne le succès dans les kiosques. C'est agaçant quand même. Hein. Mais en attendant, voilà, il y a cette idée quand même que Homo sapiens devait devenir et évidemment être le maître et possesseur de la nature. C'est tout ça est lié, bien évidemment. Simplement, on n'avait pas compris une chose. C'est que d'abord, le vrai terme, c'est la coévolution. Aucune espèce n'évolue seule. Nous coévoluons. Tel que vous êtes là, si on compte tous les micro-organismes de votre corps, 80% ne sont pas à vous. Ça s'appelle le microbiote pour l'intérieur, et si vous avez sur la peau, tout ça, ça fait du microbiome. On est en train de redécouvrir que nous sommes nous-mêmes des écosystèmes. Plus, on est en train de découvrir avec l'épigénétique, alors ça fait une dizaine d'années maintenant, que ce que vous mangez ou ce qu'ont mangé vos parents, vos grands-parents, modifie votre système immunologique. Donc voilà, on est inscrit dans une histoire. Ce qu'ont fait nos ancêtres à différentes époques ont à la fois sélectionné nos gènes et l'expression de nos gènes. Ah oui, tiens, curieux ça vous semble logique. Eh bien pendant un siècle, toute la médecine du XXe siècle a prétendu que nous étions sortis des mondes darwiniens, que nous étions capables de solutionner tous les problèmes que nous posait la nature. Et voilà qu'on redécouvre aujourd'hui, et l'intelligence artificielle, notamment machine learning et deep learning, sont en train de nous apporter des données qui confirment de plus en plus cette connaissance. Neurosciences, ça a été dit, microbiote, les relations évidemment avec nos environnements, notamment urbains aujourd'hui. L'autre chose, c'est qu'il y a une deuxième coévolution. C'est que nous, les espèces humaines, nous sommes extraordinairement plastiques d'un point de vue biologique, c'est-à-dire morphologique, la taille et la forme, morphologie, c'est la taille et la forme, d'un point de vue physiologique, les fonctions de l'organisme, et d'un point de vue cognitif. Nous pouvons changer extrêmement vite, nous les espèces humaines, pas comme Homo sapiens. C'est une particularité justement de la lignée humaine depuis 2 millions d'années, depuis Homo erectus, depuis qu'il invente justement une des premières grandes technologies généralisées qui s'appelle le feu, qui à partir de là va faire que la société va changer, les relations à l'alimentation vont changer, les outils vont changer, les relations entre les groupes vont changer, et à partir de là, Homo erectus, je simplifie un peu, va être le premier grand singe qui va s'affranchir du monde des arbres et qui va ensuite occuper toute l'Afrique, l'Europe et l'Asie. Mesdames et messieurs, à chaque fois que nous avons des changements dans le mode de diffusion des connaissances et des informations, là ça va être le langage, que nous avons de nouvelles technologies qui modifient l'ensemble de la société, donc la cuisson. La cuisson, c'est pas pour la viande, c'est surtout que ça permet de détoxifier les végétaux et les attendrir. Donc on baisse la charge masticatrice. On a un gain de digestion absolument énorme avec la dégradation de l'amidon, 16 fois plus d'énergie rendue, et ça tombe bien, ça permet le développement du cerveau. Alors là aussi, attention.
j'ai fait un abus de langage. Dans l'évolution, c'est pas parce que c'est arrivé que ça devait arriver. Mais c'est arrivé. Mais ça ne veut pas dire que ça devait arriver. Et donc tout ça va créer une dynamique, ce que Joseph Schumpeter synthétisera bien plus tard en s'inspirant de Darwin d'ailleurs, ce qu'on appelle une grappe d'innovation. Alors grappe d'innovation, c'est l'ensemble des technologies, et ensuite, ce qui est important, on l'a évoqué un peu tout à l'heure, une synthèse créatrice, c'est-à-dire un imaginaire qui fait la cohésion et la compréhension de tous ces éléments technologiques qui changent nos modes de vie et nos façons de vivre ou d'agir sur la nature ou d'agir dans nos sociétés. Quand tout ça se met ensemble, le monde bascule, vous avez de nouveaux moyens de production, de nouveaux usages de matériaux ou d'invention de matériaux, nouvelles formes de gouvernance, nouveaux rapports à la nature, nouvelles représentations du monde. Tout ça va en même temps. Et quand tout ça se met en même temps, on bascule. Donc il n'y a pas qu'un seul élément, il y a des éléments qui sont plus dominants que d'autres ou autres. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ces mécanismes sont universels, ça s'appelle des algorithmes. Il n'y a pas de loi de l'évolution. On vous a enseigné qu'il y avait une loi de l'évolution ou des lois de la nature. Il n'y a pas de loi. Alors évidemment, en physiologie, on peut parler de lois ou de certains mécanismes, mais néanmoins, dans la façon de concevoir l'évolution d'une manière macro-évolutionniste, il n'y a pas de loi, il y a des mécanismes. Et quand les conditions se réunissent, ça bascule. Et cette deuxième coévolution, on ne l'a pas vu venir, parce qu'évidemment, on n'a pas été éduqué pour cela. Tout le monde a l'air de s'inquiéter actuellement en disant « Waouh, ça va très vite, on est en pleine révolution numérique, notamment avec l'intelligence artificielle. Hey, ça fait 25 ans que c'est parti ce truc-là. » Sauf qu'on ne l'a pas vu. Quand Tim Lieberger invente le langage, donc HTML, HTTP, qui va permettre d'avoir accès à tous les fichiers numériques, il fait ça dans un but parfaitement, on pourrait dire, humaniste. C'est-à-dire, il travaillait au CERN, il est d'origine anglaise, et il a ouvert ce que sera le web. Mais il n'avait pas du tout imaginé ce que serait l'économie des écosystèmes. Monsieur Jamie Rifkin, qui arrive là-dessus, il nous dit « c'est la fin du travail ». Hey, il n'y a jamais autant de boulot. Regardez, les taux de chômage baissent partout dans le monde, à une vitesse vertigineuse. Ça ne veut pas dire que ce sont que de bons emplois. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais c'est en train de baisser partout. Donc moi, quand j'étais jeune, dans les années 70, il y avait les futurologues. Le seul métier qui n'a pas eu d'avenir. Donc aujourd'hui, ce n'est pas le travail. C'est comment transformer le modèle du premier âge des machines, qui a duré 2 siècles, autour du salariat et l'emploi, et des tâches avec les machines. C'est ça qui est en train de changer. Le travail ne disparaît pas. C'est les tâches, une partie des métiers va disparaître, mais très peu, mais c'est les métiers et les tâches dans les métiers qui vont changer. C'est ça qu'il faut comprendre. L'autre chose, on ne vous a pas dit, et ça, évidemment, Véronique vous a caché des choses, c'est qu'on a changé le monde en 2007. 3 raisons. La première, il y a un gars qui arrive sur scène en janvier 2007 et il dit « I'm going to change the world ». Steve Jobs, le smartphone. Même Steve Jobs va mettre 1 an à comprendre l'importance de l'économie qu'on appelle maintenant de plateforme. Il va mettre 1 an à accepter ce nouveau modèle économique qu'on a du mal à comprendre encore aujourd'hui, qui est que Apple construit des appareils, il y a l'Apple Store où il y a des applications, et là, évidemment, c'est le cœur de leur modèle. Mais derrière cela, il va finir par accepter que d'autres entreprises qui créent des applications puissent passer par la plateforme, donc Apple, et aux frais de service, et au passage, Apple prend ses bénéfices. C'est ce qu'on appelle un déplacement de valeur. Donc un nouveau écosystème se met en place. En 2009, alors non pardon, les 3 raisons. Premièrement, donc le smartphone, on n'envisage pas du tout les conséquences, même ceux qui sont à la manœuvre. Deuxièmement, eh bien, la majorité de la population humaine est urbanisée, et ceci va s'accentuer, d'où les nouvelles problématiques de smart cities, de green cities, de villes connectées. Tout ça va commencer en conséquence de cela. Et troisièmement, évidemment, l'éclatement de ce qu'on appelle abusivement la nouvelle intelligence artificielle. C'est basé sur l'analyse des données et qui donne des résultats extraordinaires sur la reconnaissance d'images, de formes, la traduction, le langage et évidemment aujourd'hui la prospective. Ce qui est amusant, c'est que cette soi-disant nouvelle intelligence artificielle, les concepts existent depuis 50 ans, 60 ans même. Mais celle qui arrive est tout à fait particulière, parce qu'elle ne répond pas du tout, on a parlé beaucoup d'éducation, à ce qu'on apprend à l'école. À l'école, c'est ce que le philosophe Peter Sloterdijk appelle la domestication de l'être, c'était dit tout à l'heure. On domestique les jeunes dans un enjeu de société ou une vision de la société, mais on ne demande pas d'exprimer leur créativité ou leur potentialité ou autre. Ça s'appelle la domestication de l'être.
Et toute cette éducation était basée essentiellement sur le cerveau gauche, en simplifiant, pardon pour les neuroscientifiques qui sont là. C'est-à-dire logico-mathématique, déductif, donc déduction, langagier, séquentiel. Et à partir de là, donc, on est dans une difficulté majeure, puisque où les machines sont meilleures aujourd'hui, sur les déductions, et l'autre aspect, évidemment, de l'éducation, c'est l'accès des connaissances, et l'accès des connaissances, aujourd'hui, est complètement ouvert. Donc nos systèmes éducatifs qui a très bien marché pour ma génération, aujourd'hui se trouvent en difficulté par rapport donc à ces nouveaux changements. Cette intelligence artificielle, vous savez, dans tous les domaines, on a un animal fétiche. En préhistoire, c'est le mammouth. On l'a cité, mais bon, dans d'autres circonstances. La transformation des espèces, c'est le coup de la girafe, Jean-Baptiste Delamarck. La paléanthropologie, nos origines communes avec les chimpanzés, donc c'est les chimpanzés. Et là, c'est le chat. Pourquoi le chat ? Parce que les gens, depuis qu'ils ont des smartphones, eh bien, ils se font photographier des selfies avec des chats qu'ils envoient sur les réseaux, sur Instagram, et ils sont likés. Et vous avez des millions d'images de chats, et c'est comme ça qu'effectivement, à partir de 2007, ça va surtout éclater en 2012, avec les systèmes de neurones artificiels, et notamment circonvolutionnels, notre cher Yann Lequin d'ailleurs, qui travaille chez Facebook. Là, évidemment, on s'aperçoit qu'on a des résultats largement meilleurs. Alors, j'ai essayé de me faire liker avec mon Doberman, ça marche pas trop. Le chat. Bon, tout ça, on trouve formidable, et puis d'un seul coup, on s'étonne. On s'étonne que la société change. Eh bien, vous savez, en tant qu'évolutionniste, c'était assez évident à voir. Vous allez me dire, ça y est, le paléanthropologue, il fait de la prospective a posteriori. Sauf que c'est publié dans mon livre « Qui va prendre le pouvoir, les grands singes, les hommes politiques et les robots ?» J'avais parfaitement anticipé tout ce qui se passe dans les élections actuelles dans le monde et les mouvements des Gilets jaunes. Pourquoi ? Eh bien, il se trouve que j'aime beaucoup cette cité des sciences parce que pour ma génération, les sciences ont été une promotion sociale où l'école avait encore un ascenseur social. Je sors d'un milieu très modeste d'ouvriers, artisans et paysans, et la science était le vecteur de ce qui a été, je dirais pas une carrière, mais en tout cas cette belle profession que j'ai le bonheur d'exercer. Et quand vous sortez de milieu professionnel populaire, au sens du terme, on vous dirige vers des métiers Bac+2, Bac+3, dans des métiers techniques. Et quels sont les métiers qui sont pris par les machines ? Ce sont les métiers techniques. Et ça a commencé après 2007, en 2008. Le problème de M. Obama, c'était quoi ? Save the middle classes. Sauver les classes moyennes qui ont émergé avec ce modèle économique des 30 Glorieuses et qui aujourd'hui fait l'objet d'une bipolarisation. On n'a jamais eu autant de riches. Les plus pauvres sont moins pauvres qu'avant, mais les classes moyennes et les métiers qui étaient les leurs, qui leur ont permis d'émerger, ont été évidemment de plus en plus accaparés par les machines. Et ça, c'est un modèle universel dans les changements des sociétés et l'adaptation des espèces. Tout ceci était là, tout ceci était prévisible, sauf qu'évidemment, on n'avait pas compris, on n'a pas été éduqué que nous sommes dans des mondes complètement darwiniens. Alors les mondes darwiniens, ce n'est pas des mondes de la loi du plus fort, ça n'a jamais été ça. Ça, ce sont des crétineries qu'on véhicule encore dans nos programmes. Les mondes darwiniens, c'est des mondes de variation-sélection. C'est des mondes dans lesquels, contrairement au premier âge des machines, qui a duré 2 siècles, de la fin du XVIIIe à la fin du XXe siècle, où on avait des besoins pour la société, des infrastructures, on avait l'idée de projet. En gros, on savait à peu près ce qu'on voulait faire et les problèmes qu'il fallait résoudre. C'est-à-dire, les problèmes attendaient leur solution. Et ce qu'on n'a pas vu arriver avec Uber, avec ses appareils et tout ça, c'est ce qu'on appelle les exaptations. Un terme qui est extrêmement important, c'est comment une invention dans un domaine va donner des innovations auxquelles personne ne pensait. Vous croyez un seul instant que Jack Dorsey, qui avant de Twitter, avait envisagé les printemps arabes, Google Flu et les fake news qui menacent nos démocraties? Vous croyez un seul instant que M. Zuckerberg, qui voulait draguer des filles sur son réseau, avait imaginé la puissance qu'il allait avoir aujourd'hui? Et puis au fait, au passage, ça n'a pas été cité une seule fois ce matin. C'est très bien de s'inquiéter des GAFAM et de les regarder. Regardez à l'Orient, regardez les Chinois, il y a l'équivalent, on n'en parle pas. Nous sommes encore aveuglés que par le monde de l'Ouest. Le monde de l'Est bouge extrêmement vite. Donc tout ceci, ça veut dire quoi? Que ce que j'appelle l'espace digital darwinien, c'est un espace dans lequel, effectivement, les solutions attendent leurs problèmes. Et oui, c'est le problème des startups. Et la biologie évolutionniste fonctionne comme ça. Vos gènes mutent sans se préoccuper de vous, ils se recombinent, ils se transforment. Eh bien, effectivement, ceci crée de la variation. Et les mondes darwiniens, c'est des mondes de variation-sélection. Et ce qui est passionnant, c'est qu'aujourd'hui, c'est que cette soi-disant nouvelle intelligence artificielle, dont les principes sont anciens, mais qui s'est déployée avec les puissances de calcul, les algorithmes et les datas, eh bien, c'est un monde de l'intelligence naturaliste, un monde d'induction. Comme disait Joël tout à l'heure, nous allons connaître des évolutions extraordinaires dans les connaissances des écosystèmes. Et vous savez quoi?
toute cette intelligence artificielle qui s'appelle machine learning, et surtout deep learning, est complètement bio-inspirée. Bio-inspirée à travers... Et ça veut dire quoi? Qu'effectivement, on est dans le darwinisme artificiel. Et donc, voilà ce que sont le monde d'aujourd'hui. On a changé d'air, pourquoi? Parce que nous sommes dans un monde dans lequel nous avons complètement changé, sans nous en rendre compte, avec ces nouvelles technologies, très diversifiées. Deuxièmement, les problématiques du réchauffement climatique, des biodiversités et le darwinisme artificiel. Et bien, ces trois éléments convergent actuellement pour nous mettre dans un monde qui ne va pas être un monde de terreur, mais un monde dans lequel, effectivement, les exercices de prospective sont effectivement un peu vains, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas créer d'imaginaire. Et ça, tu as raison, cher Joël, et comme tous les autres, ce monde, on sait comment il change. Il nous reste à créer, effectivement, une synthèse créatrice. Peut-être le nommer, mais ça se fait plus tard, mais surtout de créer un imaginaire commun. Et c'est ça que l'anthropologie nous apporte. Merci.